La vérité, c'est que personne ne se lève un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais foutre ma vie en l'air ». Et pourtant, c'est exactement ce qui arrive. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire. Non, ça se fait doucement, lentement, à travers de tout petits choix, presque invisibles. Une phrase glissée au bon moment. Un regard soutenu un peu trop longtemps. Un message auquel elle répond avec le cœur qui bat plus vite. Et c'est là que commence ce que les psychologues appellent l'érosion des frontières. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas évident. Mais un jour, elle se regarde dans le miroir et elle ne reconnaît plus la femme qu'elle voit. Ce n'est pas qu'elle soit faible, ce n'est pas qu'elle manque de valeur, c'est juste que la tentation est humaine. Et c'est précisément cette vérité que la plupart des hommes refusent un peu de voir. C'est pour ça qu'ils tombent, sans même comprendre comment. Mais alors, pourquoi est-ce que certaines femmes mariées sont si réceptives à cette attention extérieure? Qu'est-ce qui les pousse à se justifier intérieurement, à franchir des lignes qu'elles pensaient inaccessibles? C'est ce qu'on va explorer, sans tabou, sans jugement. Juste la réalité. Premièrement, ce vide silencieux, ce besoin profond d'attention qu'elles n'osent pas toujours exprimer. Un mariage solide, c'est censé être un partenariat, un vrai. Pas juste deux colocataires qui élèvent des enfants. L'amour au début est intense. On se parle jusqu'à pas d'heure. On se regarde avec envie. On se sent compris, important, unique. Et puis, la vie passe. La routine s'installe. Les obligations prennent toute la place. Les « je t'aime » deviennent des rappels de course. Les câlins se font rares et l'intimité se transforme en automatisme. C'est ce vide émotionnel dans lequel elle finit par dériver, seule. Et parfois, il suffit d'un message inattendu, d'un homme qui écoute sans juger, d'un regard un peu insistant. Et tout à coup, elle se sent revivre. Pas parce qu'elle cherche une aventure, pas parce qu'elle veut détruire sa famille, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle se sent désirée. Et ça, c'est comme une bouffée d'oxygène quand on a oublié ce que c'était de respirer. Et là, il faut parler de l'effet de refroidissement. En psychologie, on l'appelle comme ça. Quand la routine et la sécurité tuent le désir. Parce que le désir, lui, aime le mystère. Il aime l'inattendu. Et si son quotidien est fait de répétitions, de tâches ménagères, de discussions logistiques, alors la moindre étincelle de nouveauté peut paraître électrisante. Elle ne tombe pas amoureuse de cet homme-là. Non. Elle tombe amoureuse de ce que ça éveille en elle. Cette version d'elle-même qu'elle croyait disparue. Celle qui plaisait sans effort. Celle qui faisait battre les cœurs. Celle qu'elle était avant de devenir juste la femme d'eux, la mère d'eux. Et c'est justement ça le deuxième point, la perte d'identité. C'est insidieux. Personne ne le voit venir. Elle aussi, elle se dit que c'est normal, que c'est ça, être adulte, se sacrifier, être utile. Mais à force de donner, de s'oublier, de se définir uniquement à travers les autres, elle ne sait plus qui elle est. Avant le mariage, elle avait des rêves, des passions, des ambitions. Elle se sentait libre, vibrante. Après, elle devient le pilier, le socle. Celle qui gère, qui organise, qui rassure. Et c'est beau, oui, mais c'est aussi épuisant. Et parfois, elle a juste besoin de se reconnecter à elle-même, de ressentir à nouveau cette légèreté, cette insouciance, ce petit frisson d'exister autrement qu'à travers un rôle. Et souvent, c'est à travers le regard d'un autre homme que ce souvenir refait surface. Pas pour trahir, pas pour fuir, mais juste pour se retrouver, pour se sentir, ne serait-ce qu'un instant, vivante. C'est là que ça commence. Et si personne ne fait attention, c'est aussi là que ça finit. Deuxième vérité, le jeu de la justification. Tu sais, le cœur décide souvent bien avant que l'esprit ne comprenne ce qui se passe vraiment. Et ensuite, l'esprit, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il justifie. Personne ne se réveille un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais trahir mon mariage ». Non. Ce genre de décision ne tombe jamais d'un coup. C'est progressif, silencieux, insidieux. Et ça commence là, dans les coins sombres de l'esprit, bien avant que ça ne devienne concret. Pourquoi? Parce que la culpabilité, c'est un poison. Alors l'esprit trouve des excuses pour ne pas avoir à la porter. Et à partir de ce moment-là, tout devient plus facile et plus dangereux. Tu veux savoir comment ça se passe réellement? Ça commence doucement, presque comme un jeu. Ce n'est qu'un compliment. On discute, c'est tout. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un.
le cerveau, c'est un champion quand il s'agit de se mentir à lui-même. Si quelque chose fait du bien mais va à l'encontre de nos valeurs, il comble le vide avec des excuses. C'est ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. Ce malaise quand tes actes ne collent plus avec ce que tu crois juste. Et quand ce malaise devient trop fort, ton cerveau change la vérité pour te protéger. Richard Feynman l'a parfaitement dit, la personne la plus facile à tromper, c'est soi-même. Alors même une femme profondément loyale peut se mettre à tordre la réalité. Elle va minimiser, c'est juste un peu de flirt, rien de sérieux. Elle va pointer du doigt. Mon mari ne me regarde même plus, c'est de sa faute. Et parfois, elle compartimente. Ce que je vis avec lui, ça ne touche pas mon mariage. C'est juste pour moi. Mais ce sont des mots qui creusent, qui créent une intimité, un lien. Des messages le soir, des confidences qu'elle ne fait plus à son mari, des pensées partagées avec un autre. Et petit à petit, elle se détache. Pas de son corps, mais de son cœur. Et à partir du moment où elle commence à cacher ça à son mari, la ligne est franchie. Puis vient la justification la plus toxique de toutes. Je le mérite. À ce stade, elle ne voit plus ses actes comme des écarts, mais comme une forme de justice. J'ai donné tout ce que j'avais, je mérite un peu de bonheur. Il m'a laissé seul pendant des années, je ne vais pas culpabiliser. J'ai été fidèle, patiente, présente, et ça ne m'a rien apporté. Alors pourquoi pas moi? Et là, c'est terminé. Parce qu'elle n'agit plus contre ses valeurs, elle agit au nom de ses blessures. Et quand une femme commence à croire que ce qu'elle fait est juste, plus rien ne peut l'arrêter. Elle n'a plus besoin d'autorisation. Elle n'attend plus qu'on la comprenne. Elle suit ce qu'elle pense être son droit. C'est pour ça qu'on dit que certaines femmes mariées deviennent les proies les plus faciles. Pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles sont sans principe, mais parce que le cerveau humain a cette capacité terrifiante à transformer un besoin affectif en quelque chose de logique, de défendable. Au début, ce sont juste des petites pensées, de minuscules excuses. Mais quand on les laisse grandir, ces pensées deviennent des décisions. Et une fois la décision prise, une fois que la ligne est franchie, il n'y a plus de retour possible. Troisième vérité, le point de rupture. Tu sais, les chaînes de l'habitude, on ne les sent pas au début. Elles sont légères, presque invisibles, jusqu'au jour où elles deviennent trop solides pour être brisées. Samuel Johnson l'avait bien compris. Dans chaque histoire, il y a un moment précis où tout bascule. Ce moment où ce n'est plus juste des textos, des regards échappés ou des conversations innocentes. Ce moment où ce qui ressemblait à un jeu perd soudain tout son air ludique et devient réel. Et le plus troublant, c'est que la plupart des femmes ne s'en rendent même pas compte. Pas tout de suite. Elles franchissent la ligne sans même voir qu'elle était là. C'est en psychologie ce qu'on appelle la théorie du seuil. Cette idée que tu dis « jamais » jusqu'à ce que ce « jamais » devienne juste une fois. Et cette première fois, c'est elle qui change tout. Le premier message qu'elle sait qu'elle ne devrait pas envoyer. Le premier rendez-vous amical. Le premier frisson quand sa main reste un peu trop longtemps et qu'elle ne la retire pas. À partir de là, la barrière tombe. Et ce qui était interdit hier devient presque banal demain. Comme disait Aristote, ce que nous faisons encore et encore, nous le devenons. Mais voilà le plus grand piège, ce mensonge qu'on se chuchote pour se rassurer. Je peux arrêter quand je veux. Vraiment? Non. Pas quand l'émotion a déjà pris le contrôle. Pas quand ce lien devient une drogue, parce que c'est exactement ce que c'est, une dépendance. Les neuroscientifiques l'ont prouvé, les circuits du cerveau activés par le désir romantique et sexuel sont les mêmes que ceux liés aux drogues dures. Ce que cette femme ressent, c'est un shoot de dopamine, un rush qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Alors même si elle se dit que c'est la dernière fois, même si elle promet de ne plus y retourner, elle y retournera. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus tant l'homme qu'elle veut, c'est ce que lui fait ressentir. Et ça, c'est plus fort que tout. Au début, mentir la fait trembler. La première fois qu'elle cache un message, elle sent son cœur battre trop fort. Quand elle invente une excuse, elle s'entend elle-même et elle se sent fausse. Quand son mari lui demande « Tu parlais à qui ?» et qu'elle détourne les yeux, elle sait. Mais tu sais ce qui est effrayant? L'esprit humain s'habitue à tout. Et très vite, ce malaise devient une habitude. La culpabilité se transforme en stratégie. Elle devient habile, précise, presque froide.
Elle sait quoi dire, quand supprimer, comment détourner, et peu à peu, elle ne ressent même plus de remords. Elle croit à ses propres histoires. Et c'est là que tout commence vraiment à s'effondrer. Parce que plus elle garde le secret, plus elle s'y attache. Elle se dit qu'elle va arrêter demain ou après. Mais demain devient plus tard, et plus tard devient jamais. Et un jour, elle se rend compte qu'elle est enfermée dans une toile qu'elle a elle-même tissée et qu'il est trop tard pour s'en sortir. Il y a un basculement final. Il est silencieux, mais il marque la fin. C'est ce moment où elle ne voit plus son mari comme son homme principal. Il devient l'autre. Son vrai lien, sa vraie intimité, son vrai feu sont ailleurs. Même s'il n'y a pas eu contact physique, ce n'est plus lui qu'elle choisit dans son cœur. Et quand cette fracture s'installe, il n'y a que deux chemins possibles. Soit elle se fait attraper, soit elle finit par partir, incapable de continuer cette double vie. Alors pourquoi certaines femmes mariées deviennent-elles des cibles si faciles? Ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, ce n'est pas qu'elles veulent tromper, c'est parce qu'elles cherchent à ressentir quelque chose qu'elles ont perdu. Et quand elles le retrouvent, ou du moins quand elles croient l'avoir retrouvé, elles s'y accrochent de toute leur force. Pas parce qu'elles ne veulent plus de leur mari, mais parce qu'elles se disent que ce qu'elles ont trouvé, elles ne le retrouveront plus jamais à la maison. Et quand cette croyance s'enracine, plus rien ne sera jamais comme avant. Et voilà pourquoi comprendre ce mécanisme, c'est avoir un pouvoir. Le pouvoir de voir l'invisible, d'anticiper ce que beaucoup ignorent, de reconnaître les signaux avant qu'ils ne deviennent des faits. Et une fois que tu vois ça, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. C'était Stoïcienne quotidienne. Merci d'avoir été là. Prends soin de toi et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.